Attention, cette vidéo contient des images de gens se baladant dans les rues de Disneyland. Désolé de vous rappeler cette époque où c'était encore possible. Hashtag restez chez vous. Précédemment, d'enfermer-la. Mr. Mouse va lancer une attaque d'envergure. Stéphane, tu n'es pas toi-même. Boyski s'est fait pirater le cerveau. Le disque noir. Contenant un film capable de détruire les fondements même de Disney. On va chercher une autre solution, mais si jamais il y en a pas, faudra se résilier et l'utiliser. Ça me va. Un vaisseau a été détecté. Ils attaquent directement. Mettez les gardes en alerte. Dès que vous me trouvez, amenez-les-moi. Ok, tout le monde a suivi le plan? Oui. Oui. Non. Non, je décode, j'ai compris, oui. Ok, Stéphane, vu que t'es censé toujours avoir la puce derrière la nuque, tu es donc parfait pour t'infiltrer dans le centre de sécurité. Il se trouve à Fantasyland. Compris. Lix, toi et moi on s'attaque directement à Mr. Mouse. S'il se prépare à l'attaque, il doit être dans le centre des opérations. On va le prendre en sandwich à deux en furtif. C'est parti. Et Ben, c'est le moment de prouver ta valeur, mon petit. Il faut que tu trouves le centre de communication. C'est où? C'est simple, c'est le seul endroit qui utilise encore des téléphones filaires. Oh, je vois. Bonne chance. MJ Senpai. Qu'est-ce que tu fais là, Ben? Je regarde une dernière fois. Mon ami. Alors si je me trompe pas, c'est juste là. Oh merde. Note à moi-même. Tuez MJ si je me sors de là vivant. Alors, avez-vous trouvé les intrus? Eh bien en fait, oui, on a trouvé deux intrus. Un derrière vous et un devant vous. Ah, enfin nous nous rencontrons. Et j'en ai déjà marre de discuter avec vous. Arrêtez l'attaque sinon vos forces. Et pourquoi je ferais ça? Une fois que nous aurons assimilé les derniers studios résistants à l'Empire Disney, nous pourrons apporter notre niveau de qualité à toutes nos licences. Tu ne veux pas qu'on fasse un bon film sur Tortue Ninja ou sur Sonic? Qu'on oublie les dopes qu'on a eu pour faire des films dignes de ce nom? Ouais, mais justement, sous ton traitement, on n'aura que des films dignes de ce nom. On n'aura plus de films grandioses ou extraordinaires. La concurrence, par contre, elle vous pousse à faire mieux. Vaut mieux avoir un Mad Max Fury Road ou un Spider-Verse que 40 Ant-Man. Oh, allô! Vous avez passé des années à défendre ces sagas, et enfin vous avez l'opportunité de ramener la grandeur à vos licences chéries. Pourquoi ne pas me laisser vous offrir l'opportunité? On le fera par nous-mêmes. Pas via une corporation qui cherche à dominer le monde. Allô, MJ, admets-le, tu aimes nos films, tu aimes nos Star Wars 9, tu aimes nos Spider-Man Far From Home, tu aimes nos remakes Disney, tu es un consommateur comme un autre. C'est impossible. Pauvre con, c'est un marteau de Thor. Thor est sous copyright Marvel, qui est sous copyright Disney. Et mon poing dans ta gueule, c'est copyrighté peut-être? Oh, pas pour le moment. Mais ton masque, oui. Ton arme, oui. Vous pouvez rien contre moi. Tu te trompes. MJ, je pense qu'on ne doit pas y couper. Oh allô, nous savons très bien que tu ne le feras jamais. Tu aimes trop que l'on fasse des films Star Wars. La ferme. Je sais très bien que tu as toujours défendu le 7 et le 8. Tu aimes qu'on fasse des films. Tu n'as pas fait ces films. Tu as engagé des gens talentueux pour les faire à ta place. Mais ils existent grâce à nous. Ils nous appartiennent. Ose le dire. Ose dire que tu n'aimes pas nos films. Ose dire qu'il y a un film Star Wars que tu n'aimes pas. Rogue One est surestimé. Quoi? Ouais, beaucoup se branlent sur ce film en disant que oh, c'est le seul bon film fait sous Disney. Fuck that. Il est pas meilleur au 7 et encore moins au 8.
Pour être honnête, le jour de sa sortie, je considérais Rogue One comme un très bon film. Je reconnaissais déjà quelques défauts, et depuis, j'en vois de plus en plus. Là où Star Wars 7 devient meilleur à chaque visionnage, Rogue One devient au contraire de moins en moins bon à chaque visionnage. Certes, le casting est cool, surtout Ben Mendelsohn, qui est toujours génial en méchant classe qu'on aime voir rabaisser. Certes, la production design est excellente. Certes, Gareth Edwards est loin d'être un tâcheron. Certes, la révolution technologique pour ressusciter Peter Cushing est impressionnante, moralement discutable, mais impressionnante. Oh bah ça alors, c'est des trucs qu'on peut aussi dire sur la prélogie. En fait, je crois que vraiment la seule raison pour laquelle beaucoup disent que le film est le meilleur Star Wars fait sous Disney, c'est parce que là où les autres films sous Disney font de la nostalgie de la trilogie originale, celui-là en fait un peu pour la trilogie et pour la prélogie. L'esthétique sombre, le débat politique, Vador, la présence du sénateur Organa, ça fait très The Clone Wars et la revanche des Sith. En soi, ce n'est pas un mal, Mandalorian le fait aussi. En bien mieux. L'imagerie sombre et sale offre quand même de belles images. Les références à la prélogie servent l'histoire. Les dilemmes moraux sont prenants, donc c'est pas un mauvais style. Seulement là où Mandalorian est une très bonne série, Rogue One est bordélique. Et vu qu'il y a tant de gens persuadés qu'il y a que Rogue One que Disney a bien fait niveau Star Wars, eh bien ça me semble important de donner un autre son de cloche. Mais attention, je sais déjà ce que vous avez en tête quand je dis défaut de Rogue One, donc parlons de ça vite fait. Je suis peut-être un chef d'entreprise voulant conquérir le cinéma et exterminer tous ses opposants, mais je ne suis pas un de ces monstres qui remontent et massacrent un film en post-prod. Ouais, le coup de le film a été modifié par Disney, quand on fouille un peu, on se rend compte que c'est un petit peu n'importe quoi. En fait, Gareth Edwards a même raconté que Disney a été très conciliant et l'a mis en confiance pour certaines idées risquées. Le coup de toute l'équipe qui meurt, il voulait le faire dès le début, mais il pensait que Disney ne laisserait jamais passer ça, au point que dans une version précédente du script, il gardait quelques membres de l'équipe vivants à la fin. Mais quand il a montré cette version aux actionnaires du Disney, ils étaient genre ce serait pas mieux s'ils meurent tous? Et oui, aucun plan de la première BA n'est dans le film, vous pouvez vérifier. Ce plan classe sur Krennic, pas là, celui-là non plus, ce plan sur Vador non plus, Jean qui fonce vers un TRTT non plus, Jean face à un TIE Fighter non plus, Saw n'a même pas la même coupe. Et généralement, ça indique qu'il y a eu des reshoots drastiques qui ont changé complètement le film. Non, pas du tout. Gareth Edwards a fait ses plans uniquement pour la bande-annonce, il avait pas l'intention de les mettre dans les films. C'était une intention de réalisateur. En fait, Gareth Edwards a une technique particulière où il tourne beaucoup de trucs qui finalement ne servent pas dans le film final. Par exemple, il tourne des scènes de dialogue avec différentes directions. Dis ce dialogue de façon calme pour cette prise, dis ce dialogue de façon colérique pour la suivante, etc. Et il décide sur le montage quelle version prendre selon comment ça colle à la direction que le réal finira par prendre. Krennic, par exemple, dans la BA, tu le vois tellement orgueilleux qu'il n'hésite pas à gueuler sur Vador. La force de frappe dont il est question est sans limite. Mais dans le film, Edwards a trouvé plus logique de montrer Krennic plus pathétique, le montrer faire le gentil toutou avec les puissants de l'Empire, tout en faisant le connard avec les impériaux en dessous de lui. Donc, quand il est face à Vador... Je sollicite un entretien pour m'assurer qu'il a conscience de son remarquable potentiel. Oui, Disney n'a pas été satisfait d'un premier montage et a demandé des reshoots, mais pas par rapport à ce qu'on voyait dans la BA, je précise. Certains changements étaient pas ouf, on y vient, mais il y a des changements qui ont amélioré le climax et l'histoire. Votre scène préférée, d'ailleurs, vient des reshoots, car ça a littéralement été tourné à la dernière minute. Mais même dans les reshoots, le film est resté sous le contrôle de Gareth Edwards, donc il s'est pas fait déposséder du film, il a pas été dénaturé ou quoi. Au mieux, les changements imposés ont renforcé l'aspect sombre et violent que les BA promettaient et que vous aimez tant sur ce film. Mais de toute façon, le film n'avait pas besoin de ça pour avoir des défauts. On va commencer par le truc qu'on reproche à Star Wars 7, mais qu'on laisse passer dans Rogue One. Comme je l'ai expliqué dans la précédente vidéo, l'épisode 7 a une thématique et une réflexion sur la nostalgie, utilisant les références pour les besoins de l'histoire, du développement de personnages et un message précis. Les références et clins d'œil dans Rogue One n'ont pas cette excuse. Ils font des références au mépris du bon sens. Certains ont du sens par rapport à l'univers, comme Mon Mothma, Tarkin, Leia. Allez, même le caméo de C-3PO et R2 qui sert à rien, je veux bien, pourquoi pas. Mais pour les autres... Hey, tu peux pas faire attention. Ah non, pardon. Tu te souviens des mecs qui disaient que Luke avait une sale gueule? Non, et puis, ok, ils ont sûrement eu le temps de quitter la planète pour aller sur Tatooine avant que cette planète n'explose, mais ça reste quand même un sacré putain de hasard dans cette gigantesque galaxie que des gens qui ont volé les plans de l'étoile noire croisent les bandits qui croiseront quelques jours plus tard un mec qui a les plans de l'étoile noire. En quelques jours! Sur une autre planète!
Et oui, c'est gratuit, c'est juste un caméo à la Stanley, mignon mais inutile. Et encore, certains caméos de Stanley ont plus de sens que ça. Le sénateur Bail Organa, quand j'ai su qu'il serait dans le film, je me suis dit « Oh, cool, peut-être que Jamie Smith aura la chance de vraiment bien jouer son rôle de sénateur Organa, là où il était trop jeu d'acteur à la Lucas dans la prélogie. » Mon cul, il est là que pour un caméo, le sénateur Organa. Il n'influe en rien à l'histoire. L'autorité de la rébellion est incarnée par un autre visage familier et un Osef. Vous auriez pu faire mieux avec lui, quoi, merde. Enfin, je sais pas, moi, un personnage plus actif dans la formation et le relationnel de l'équipe Rogue One, genre le Nick Fury de Rogue One, quoi. Ça aurait été cool, mais non, il est là juste pour dire coucou. Non, et puis merde, sa façon d'entrer en scène avec la musique et tout... J'ai trouvé un secret dans Rayman 2 ou quoi? Mais là où je vais pas me faire des copains, j'en suis sûr, c'est... Vador ne sert à rien dans ce film. Ouais, je l'ai dit. Ouais, trop bien la scène où il découpe des gens avec le sabre laser. Mais waouh, ça traite de gamin les fans de Star Wars 7 pour diminuer intellectuellement dès qu'on a Vador avec un sabre. Ouais, la scène est cool, mais c'est du fanservice. Ça sert à rien de montrer Vador participer à la bataille de Scarif. Tous nos héros sont morts à ce moment-là. Pourquoi le film continue? Même la scène où il discute avec Krennic ne sert à rien. C'est que de l'exposition qui a pas de conséquences sur l'histoire du film. Le Sénat qui ignore ce qui se passe, la réunion des rebelles pouvait le faire comprendre. Krennic qui se rend sur Scarif, le fait qu'il découvre la trahison du concepteur de l'étoile noire suffisait. Non et puis merde, James Earl Jones il fait peine à entendre. There is no Death Star. The Senate has been informed that Jeddah was destroyed in a mining disaster. Vous savez qu'il existe des bons imitateurs de James Earl Jones, hein? Vous pouvez les engager eux au lieu de forcer James Earl Jones de sortir de son lit d'hôpital, maison de retraite, je sais pas où vous l'avez pêché, en tout cas il avait l'air de bien s'y plaire là où il était. Même la VF, je comprends que vous n'ayez pas ressuscité George Aminel, mais vous pouviez faire mieux, non? Philippe Cator est un excellent comédien de doublage, et quand il fait Vador pour Disneyland, il est convaincant. Mais dans Rogue One, il est à la limite de la voix du premier Star Wars. Je veux savoir où sont les plans que vos séides vous ont remis. Faites attention à ne pas finir étouffé par vos ambitions. Vous n'avez pas, moi, je sais pas, Saïd Amadi sous la main ou quelqu'un qui a vraiment une voix grave? Non, vraiment, Vador est là que pour ramener du monde dans les salles. Au-delà de ça, il n'a pas d'impact indispensable à l'histoire. C'est le Joker de Suicide Squad, le mec. Mais en autre élément nostalgique qui n'a aucun sens dans ce film, pourquoi dans la bataille de Scarif, l'Empire utilise des TBTT? Les TBTT sont des puissantes armes de siège. Les TBTT sont faits pour les sièges. Conceptuellement, leur taille, le fait qu'ils peuvent tirer concrètement que dans une direction et qu'ils mettent des plombes à se retourner, le fait qu'ils transportent des troupes, c'est une arme de siège, pas de protection. Pourquoi les utiliser dans la bataille de Scarif? C'est une arme de siège si vous faites des sièges avec. Mais rien ne vous empêche de la sortir le jour où on subit un siège, nous, pour user les premières lignes d'en face. Enfin là je m'excuse mais c'est bidon. Il affronte même pas une armée ou des véhicules d'attaque mais un commando qui fond dans le feutré. Ils sont une vingtaine à tout péter. C'est complètement con de vouloir les combattre avec une telle puissance de tir. C'est comme utiliser une catapulte pour dégommer des fourmis. C'est tellement disproportionné que c'en est contre-productif. Ah ben ça, la difficulté sur ces bécanes, c'est la visée. Voilà, faut pas compter moins de 3-4 coups d'essai avant de trouver le bon réglage. Je vois même pas comment le commando peut galérer contre les TBTT. Tout ce qu'ils ont à faire c'est le contourner et tirer un missile dans son cul. Le machin il mettra une demi-heure à se retourner. Vous êtes tranquilles les mecs hein. C'est là juste parce que Gareth Edwards aime filmer les trucs gigantesques et profiter de la popularité des TBTT. Pourquoi ne pas utiliser les TRTT? On en a déjà en début de film, et ils sont plus appropriés pour défendre une base, car ils peuvent se déplacer rapidement. C'est à ça qu'ils servaient dans le Retour du Jedi. Et encore, je n'ai pas parlé du Redcon au sujet du point faible de l'étoile noire. En fait, si, parlons-en du Redcon de l'étoile noire. Ce changement n'a servi à rien, à part donner raison à des chipoteurs qui pensent que CinemaSins est un modèle de critique de film. Ce n'était pas con d'avoir ce point faible. Déjà parce que c'est une conduite d'évacuation, tu ne peux pas juste la boucher à moins de vouloir saboter l'étoile noire. Mais aussi... non, ce n'est pas trop facile. Un petit trou sur un truc gigantesque, déjà, faut savoir où tirer. C'est pour ça qu'ils ont besoin des plans, mais aussi, vous avez vu comment ils ont galéré pour atteindre le trou? Celui qui fait la blague, je l'atomise, ok? Luke a réussi que parce qu'il avait la force avec lui. On n'avait pas besoin de plus de raisons à pourquoi ce n'est pas con. Ça servait qu'à tenir la main des chipoteurs qui se croient malins à défoncer un film pour enfants. Donc rien que là-dessus, Rogue One fait exactement ce qu'on reproche à J.J. Abrams, et en plus, il prend les fans pour des cons. Bon, au vu des circonstances, ouais, peut-être qu'il a raison de les prendre pour des cons, mais bon, si c'était le seul handicap du film... Et toi, tu dis rien? Il dit du bien du seul film que les fanboys considèrent comme bon.
Pas moi, merci de pas me mettre dans la même case. En fait, ça m'arrange qu'il défende ce film de merde. Oh, pour une fois qu'un ordre m'aurait arrangé, je tombe sur les seuls fans réfractaires. C'est mon plus gros problème avec ce film. Il est beaucoup trop rapide. Le réveil de la force aussi était speed, mais pas en dépit de l'histoire. Il savait ralentir pour permettre au personnage de respirer et à l'histoire d'être bien racontée. Rogue One est beaucoup trop rapide. Après une scène d'enfance gâchée expédiée, on passe à notre héroïne sur une autre planète en prison, puis à un inconnu sur une autre planète qui bute un autre inconnu, puis encore sur un inconnu sur une autre planète qui se fait capturer. Puis on va chercher l'héroïne et on l'amène à la 5ème planète présentée en 5 minutes. Et on lui balance une avalanche d'instructions et d'informations. Mais calme-toi, film! On n'a aucun repère. Là où dans le réveil de la force, on avait assez de temps pour s'habituer à Jakku et Takodana. Là où la planète Moyen-Orient et la planète Nord-Pas-de-Calais, ben voilà quoi, on en oublie leur nom. On voit à peine la planète Nord-Pas-de-Calais. Ça n'aide pas que la scène sur cette planète soit aussi sombre aussi. Le film accélère au plus vite à la prochaine scène d'action en expliquant à peine pourquoi on fait cette scène d'action. C'est un problème récurrent dans les blockbusters, notamment certains Marvel. Et encore, même eux prennent plus de temps de se poser pour développer leurs personnages et leur univers. Endgame a quasiment pas d'action avant sa bataille finale. Et quand je vois tous ces gens qui disent que Rogue One est parfait mais que Star Wars 8 lui il est chiant, ça m'inquiète, hein. À croire que les gens ne savent plus apprécier un film avec une atmosphère, du développement de personnages et qui prend le temps de bien exploiter son scénario, quoi. Et pire, on a des éléments qui servent absolument à rien. Genre la bestiole que Saw lâche sur le pilote déserteur juste parce qu'il est fou, bah ça n'a servi à rien. On suggère que ça va rendre instable le mec, mais il n'a aucune séquelle durant tout le film. Le passage sur la planète Nord-Pas-de-Calais, tu pouvais t'en passer et montrer l'équipe rentrer directement après avoir été témoin de l'attaque de l'étoile noire. Leur mission est accomplie, ils n'ont pas besoin d'aller là-bas. Même pour tuer le père de Jim, tu pouvais réorganiser l'histoire pour le tuer sur Scarif durant le final. Ou juste le faire tuer par les rebelles à coup de X-Wing et Jin qui découvre que son père est mort durant la réunion des rebelles. Ça aurait mieux justifié le fait qu'elle essaye de les convaincre durant cette scène. Certains vont peut-être trouver ma comparaison injuste, mais niveau narration et fil conducteur, le film est dangereusement proche de Mortal Kombat Destruction Finale. On raconte pas l'histoire, on l'explique. Explication, action, explication, action, explication, action. Et au bout d'un moment, tu n'as plus aucune implication dans ce qui se passe. Tu peux plus profiter des moments d'émotion. Et autre conséquence problématique... Dites un truc sur le personnage du déserteur. À part que c'est le méchant de Venom. À part qu'il est bourrin, dites un truc sur le mec avec un gros fusil qui accompagne le personnage de Donnie Yen. Mieux, comment s'appelle le personnage de Donnie Yen? Comment s'appelle l'assassin de la rébellion que les esprits de la force elles-mêmes ignorent pourquoi Disney Plus a commandé une série sur lui? Dites un truc à propos de Jyn Erso, à part qu'elle est la fille de quelqu'un et une femme forte. Dites un personnage cool à part Donnie Yen ou le robot, qui est forcément cool parce que c'est Alan Tudyk, même dans Transformers 3 il est bien. Les personnages sont pratiquement inexistants. Le casting est très bien, hein, je dis pas le contraire, mais les personnages sont vides. Leur développement est totalement pété. Genre Jyn Erso qui s'en fiche de la rébellion, qui veut juste retrouver son père, et une fois avoir découvert que la rébellion a essayé de tuer son père, et même réussi à le tuer, elle devient rebelle? Sérieux? Elle devient limite une meilleure rebelle que les rebelles. T'aimais pas ton père ou quoi? Je voulais le retrouver parce qu'il me devait du fric. Même sa relation avec Saw, avec qui elle est censée avoir un lien d'amitié paternelle, elle est plus vénère contre lui qu'autre chose. Et tu sens pas qu'ils ont un tel lien. D'ailleurs, putain qu'on a gâché Forest Whitaker avec ce film. Il promettait d'être intéressant, un rebelle extrémiste au corps tellement ravagé qu'il en est presque un Light Vader, sa folie... Pétard mouillé, il est expédié à peine à la moitié du film, il sert juste d'avantage scénaristique pour nos héros et on ne voit pas en quoi il serait extrémiste comparé aux rebelles de ce film. Alors montrer que la rébellion était un petit peu moralement ambiguë, ça, tu vois, je trouve ça intéressant, hein. Ça montre même Luke et Leia comme de nouveaux modèles de moralité pour la rébellion, tu vois. Qu'après ça, ils ne chercheront plus à se rabaisser à ce niveau de barbarie. Mais par rapport à Saw et ses extrémistes... ça s'est un petit peu retourné contre le film, hein. Et d'ailleurs, l'assassin, ce n'est pas le personnage le plus oubliable de toute la saga Star Wars. J'ai déjà du mal à retenir son nom, mais en plus, il est censé avoir une sorte de romance avec Jyn Erso, ce qui marche pas parce qu'elle est tout le temps vénère avec lui, ainsi qu'un arc de rédemption où il comprend qu'assassiner c'est nul et qu'il faut agir plus dignement. Ce qui est trop spontané. Non mais sérieux, qu'est-ce qui l'a convaincu d'arrêter d'assassiner des mecs, sa relation avec Jyn? En fait, tous les moments d'émotion et d'alchimie entre les membres de l'équipe tombent à l'eau parce que... Bonne chance, petite sœur. Mais t'es qui, putain? Ouais! Ils se connaissent pas!
Pour Jin, c'est juste un connard qui s'est incrusté dans l'équipe parce qu'il a aidé une fois. Et le reste des relations, c'est plus du mépris, voire du « j'espère que tu vas crever » de la part de Jin qu'autre chose. Je ressens pas qu'il s'apprécie. Donc si je ressens aucune connexion envers les personnages, j'en ai aucune pour eux. Et j'ai donc aucun investissement dans ce qui se passe dans le film. Je veux dire, beaucoup critiquent l'attaque de Starkiller dans Star Wars 7, parce qu'on connaît rien des planètes détruites, personne n'a de lien avec ces planètes, donc on s'en fout de ça. Ouais, ben, dans Rogue One, on a passé plus de temps sur la planète qui se fait détruire, on suit des personnages pour qui cette planète était leur seule maison, et j'en ai encore plus rien à foutre. Et quand l'équipe meurt, ben, je trouve dommage de perdre des personnages rigolos, mais c'est tout. Et quand Jin meurt, c'est plus la musique de Michael Giacchino, pas sa meilleure, mais il a fait pire pour Marvel, qui arrive à être émouvante, et encore. La seule mort où j'étais un petit peu investi, c'est la mort de Krennic, parce que je l'imaginais trop en regardant l'étoile noire se dire « Putain, Tarkin va te faire foutre !» C'est ça le plus gros problème du film, et un problème que j'ai aussi avec le Godzilla de Gareth Edwards. Il a du savoir-faire, je dis pas le contraire, mais c'est froid. Je m'en fous de ce qui se passe. Là où J.J. Abrams a ce talent pour rendre ses personnages immédiatement attachants. Tu les comprends et tu es ému par leur drame sans même les connaître. Mais surtout le plus gros problème, c'est arrêter d'essayer de rendre Star Wars dark, sérieux ou réaliste. Une grande partie des fans de Star Wars, surtout ceux qui ont grandi avec la prélogie, sont persuadés que Star Wars est bien quand c'est violent et sombre. C'est pour ça que la revanche des Sith est géniale, parce que c'est sombre et violent. C'est pour ça que Rogue One est génial, parce que c'est tellement sombre que tout est gris. C'est pour ça que Mandalorian est génial, parce que c'est pas un stupide truc pour enfants pour faire vendre des jouets, pas vrai bébé Yoda? Sauf que non. C'est Star Wars, c'est pas Battlestar Galactica ou Dune. C'est un conte de fées pour enfants qui se passe dans un univers de science-fiction. Même George Lucas l'a dit, et c'est celui qui a le plus d'insécurité par rapport à la maturité de cette saga. Tu peux mettre des moments sombres ou des moments plus profonds, voire politiques, bien sûr. Les contes des frères Grimm étaient ultra dark, certains contes avaient un message politique, mais il restait des contes avec des morales, de l'imaginaire et de la logique enfantine. Il ne faut pas confondre maturité et edgy. La prélogie Star Wars et Rogue One lorgne vers le edgy. Il se force à être sombre et violent au point de rendre l'écriture artificielle et les personnages fades, et n'en devient jamais profond, juste prétentieux. Là où l'Empire contre-attaque ou les derniers Jedi sont matures, pas parce qu'ils sont violents et sombres, mais parce qu'ils assument l'enfantin et le merveilleux de leur histoire. Ils se forcent pas à être profonds, ils offrent juste un début de réflexion quand ça renforce l'histoire et les personnages. Même Mandalorian, malgré tout l'aspect sombre et violent, il assume que c'est une histoire de magie, de samouraï, de cow-boy, que c'est une histoire de Star Wars. En général, Mandalorian fait tout ce que Rogue One voulait faire, mais on réussit en termes de ton et d'exécution. On a une atmosphère, l'univers de Star Wars gagne en vie, on a un style graphique magnifique, on a des nouveaux personnages attachants et clairement définis, et on a une histoire réellement mature, et pas de la fausse maturité d'adolescent. Et c'est pas que le côté format série qui joue là-dessus, non. C'est aussi une question d'exécution. Tu es presque convaincant, tu sais. C'est parce que je suis sincère, et encore, j'ai pas encore parlé de Star Wars 9. Hein. Non. Tu es presque convaincant dans l'idée que ça ne te plaise pas. Tu critiques maintenant, mais tu avais aimé ces films. Tu aimes que les Star Wars sortent toujours. Tu viens tout juste de dire que Mandalorian est génial. Ouais. Malgré tout, j'aime que la licence continue. Et alors? Oh, alors pourquoi essayer de nous arrêter? Tu n'es qu'un geek après tout. Tant qu'il y a du Star Wars, t'es toujours content. Un sabre laser par-ci, un Faucon Millennium par-là, et t'es dans la salle de cinéma. On fait exactement ce que tu veux. Non, vous les faites de la mauvaise façon. Non. Eh bien, vas-y, utilise ton disque noir. On sait très bien que tu ne vas pas le faire. T'aimes trop nos films pour nous arrêter. Tu nous laisses prendre le contrôle du cinéma et du monde tant qu'on fait des films qui te plaisent. C'est là ta faiblesse. C'est ce qu'on va voir. Tu vois, il préfère la servitude confortable à une liberté sans les films Mais qu'est-ce que... Putain de merde, sur les films ont tout est... Ah, il s'est fait endoctriner lui aussi. Mais comment tu... Tu trouves ça normal qu'il me tente d'utiliser le disque noir? Le mec a déjà pas les couilles de mettre un couple gay dans un de ses films. Pourquoi il me dirait de détruire sa... Oh putain, j'ai failli détruire Disney pour rien. Oh putain. Eh merde, qu'est-ce qu'on a fait? Et depuis quand Oh là là. Hey, mais qui êtes-vous?
Et qu'est-ce que je fais là? Ok, monsieur Mouse, je suis désolé de vous poser cette question, vous allez trouver ça bizarre, et je suis désolé pour le choc que ça va vous faire, mais... On est en quelle année d'après vous? Quoi? On est en 2011. Fuck! Oh merde, à ce point? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? En réalité, on est en 2020. 2020? Oh! Attendez, mais non, John Carter 3 il est sorti, il marche bien? Oh merde! Vous avez raté beaucoup de choses. Ah bon? Y a pas de John Carter 3 parce que le premier John Carter était l'un des plus grands beats de tous les temps. Ah, et à la place, vous avez acheté les droits de Star Wars. Aussi, vous avez acheté la Fox. Quelqu'un vous a lavé le cerveau et a transformé votre compagnie en empire cherchant à dominer le reste du cinéma. Mais qui aurait bien pu faire ça? Katzenberg? Non, c'est quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un de beaucoup plus mal intentionné que ça. Quelqu'un qui vraiment cherche qu'à conquérir le monde. C'est exact. Je n'aurais jamais cru que tu découvres que je contrôlais Mr. Mouse. Mais maintenant, ça n'a plus aucune importance. Dans quelques instants, je contrôlerai le reste du cinéma. Et après ça, nous... Et après ça, nous... Et après ça, nous... Non mais mec, t'as cassé mon groove là! Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, et n'hésitez pas non plus à déposer un don pour soutenir l'émission sur mon compte Tipeee, où vous aurez des contreparties comme des badges, des t-shirts ou des choix de sujets pour des petites vidéos. Merci encore pour votre soutien, et à bientôt sur Fermez-la.